de faire la conférence de presse qui amène les résultats et des travaux concernant le financement privé des politiques publiques. Quesaco. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, les financements publics, notamment des collectivités de l'État, diminuent, on le sait, les budgets se raréfient. Et en parallèle, parce que la nature horreur du vide, et puis parce que les politiques publiques sont essentielles pour faire fonctionner les collectivités et les services auprès du public dans tous les territoires, eh bien, ce sont des financements privés qui ont pris le relais, et notamment la philanthropie, le mécénat, le sponsoring, les fonds de dotation, les fondations, toutes ces structures, y compris associatives, qui se sont emparées de l'accompagnement des politiques publiques. Singulièrement dans des domaines qui ont été particulièrement identifiés, sur lesquels nous nous sommes penchés dans la commission d'enquête avec la rapporteure Colombe Brossel, la culture, le patrimoine, l'éducation, notamment au travers du financement des écoles privées hors contrat, mais aussi les actions dans les écoles qui sont le fait d'un certain nombre de structures associatives qui interviennent et qui sont financées partiellement par le privé via des dons et via des fondations. Mais aussi l'enseignement supérieur. On voit bien que la part du privé devient croissante auprès des étudiants, comme la recherche et comme aussi l'éducation civique, la formation des élus. On a vu fleurir des formations pour les futurs élus à l'occasion des municipales, des élections municipales, entre autres des écoles, des maires diverses et variées. Et on voit bien que tout ça répond finalement à un besoin. On a besoin d'avoir cet accompagnement, mais aussi est une opportunité pour des financements privés qui souhaitent avoir une influence politique ou dite métapolitique, ce que nous avons mis en évidence au travers de nos auditions, mais aussi de l'influence qui peut avoir un effet délétère sur le fonctionnement citoyen et démocratique, notamment via le financement dans tous les territoires de toutes petites actions, au travers de petits financements qui apparaissent en dessous des écrans radars de l'État, mais qui sont systématisés, qui obéissent à une logique vraiment de système et qui prônent une forme de séparatisme, des méthodes éducatives, par exemple, qui pourraient et qui peuvent d'ailleurs, nous l'avons vu, mettre en danger, voire en tout cas nécessiter une surveillance plus grande de la part de l'État des enfants qui sont pris en charge dans ces écoles. On parle ici aussi de communautarisme, on parle de faits religieux, on parle de financement qui serait finalement dans un but de blanchiment d'argent accompagnant d'opérations éducatives auprès des enfants. Et donc tous ces sujets-là montrent un écosystème qui se met en place, toujours le même, à la fois une hybridation entre la philanthropie, donc l'utilisation de fondations, de fonds de dotation, et hybridée avec des structures plus privées qui sont des SAS, qui sont des fonds d'investissement, et ces financements qui peuvent venir de l'étranger pour un certain nombre, dans un but d'influence de notre pays, eh bien, sont organisés et ils ne sont pour l'instant peu observés ou partiellement, ou parfois à l'occasion d'articles, d'enquêtes médiatiques qui ont mis en lumière certains systèmes, comme par exemple toute la galaxie Périclès et ce qu'on appelle l'écosystème du milliardaire Sthérin, mais on voit bien que d'autres personnalités tout aussi intéressées par l'impact de leur financement au travers du fonctionnement citoyen de notre pays et républicain de notre pays se sont mises en place et se sont organisées. Et on a regardé finalement comment l'État, dans cette affaire, se comportait. On s'est rendu compte, en tout cas on a mis en évidence, si ce n'est un déni, même si parfois on peut dire qu'on frôle le déni, en tout cas une méconnaissance de cette capacité à pouvoir influencer nos politiques publiques et s'en emparer, et je le répète, dans tous les territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un département qui n'est pas concerné. À la fois cette méconnaissance, cette absence d'identification des risques potentiels, cette aussi nonchalance vis-à-vis des alertes,
voire une absence d'alerte ou de warning qui serait repérée avec finalement d'une administration à l'autre, d'un ministère à l'autre, que ce soit au plan national ou au plan local, une difficulté à échanger, à partager la donnée, parce que nous n'avons pas d'observatoire, parce que nous ne sommes pas en capacité, à l'instar de ce que fait le Royaume-Uni, d'avoir un fichier global auquel les citoyens accèdent pour une transparence intégrale finalement de cette question de la philanthropie et de ces flux philanthropiques, à la fois de l'origine mais aussi de l'objet, puisque c'est l'objet aussi qui est important, et cette absence aussi de mise en place de process qui soient très systématisés de façon à avoir ce qu'on appelle communément action-réaction. Quand il y a des enfants, tout de suite on se rend bien compte que la mise en danger, elle n'est pas loin et il faut absolument que l'État soit en capacité de réagir à ces situations qui sont à la fois des situations d'alerte, à la fois des situations potentiellement graves et puis des situations qui, si elles ne sont pas hors la loi, pour autant doivent être identifiées comme telles. L'objet de nos propositions, c'est à la fois d'observer, à la fois de mettre en place des process sécurisant la philanthropie, parce que la philanthropie, c'est l'aspiration publique à accompagner les politiques publiques, à faire le bien commun, à apporter sa contribution, si petite soit-elle, à l'intérêt général. Et donc c'est un élément extrêmement positif, une espèce de ciment, de socle du fonctionnement de notre République. Cette philanthropie, elle prend une place de plus en plus importante dans l'accompagnement des politiques publiques. Et donc il est nécessaire qu'il y ait de la transparence pour qu'il y ait de la confiance et pour qu'aussi on sécurise l'impact de cette philanthropie dans les territoires et auprès des citoyens. Quand on voit que dans les préfectures, dans le suivi des fonds de dotation et des fondations et des associations, il y a 0,2 ETP par préfecture, on peut se dire quand même, sans vraiment être complètement à côté du sujet, qu'on est outillé bien faiblement, même dans les territoires, pour pouvoir surveiller ce sujet et pour pouvoir apporter cette transparence qui est nécessaire. On souhaite donc qu'il y ait ce fichier, qu'il y ait cette surveillance, qu'il y ait l'arrêt de ce travail en silo d'une administration d'un ministère à l'autre, qu'il y ait l'arrêt de ce travail en silo entre le national et le local. Même en local, l'administration ne communique pas. Cette commission d'enquête a permis finalement de soulever tous les couvercles pour dire et proposer un certain nombre de solutions organisationnelles, parce qu'à la fois il y a danger, à la fois il y a urgence, à la fois on n'est pas forcément hors la loi, mais si on ne s'outille pas maintenant, on ne saura pas réagir utilement et efficacement à ce qui pourrait compromettre notre fonctionnement républicain. Nous sommes à l'aube finalement d'une élection qui est absolument essentielle pour nous, ou l'élection présidentielle. Les influences étrangères, on le sait, ont toujours un appétit assez vorace sur ces moments-là démocratiques, sur ces temps-là démocratiques. Et ce sujet-là, il participe de l'ensemble de ce que nous avons regardé. Et finalement, tout ce qui a été mis en évidence autour de Pierre-Édouard Stérin a été l'arbre qui cache la forêt. Nous avons découvert l'étendue de la forêt et il est nécessaire maintenant de pouvoir surveiller, suivre, identifier, redonner de la confiance et encourager la philanthropie au travers de cette confiance et de cette transparence retrouvée.